C'était la plus violente crue que la vallée avait connue depuis une génération, une pluie qui frappait les tuiles comme des paumes irritées et transformait les chemins en courants sombres. Dans le manoir perché sur la colline, le baron Léopold de Valmont regardait la rivière grossir. La lampe à huile jetait des lueurs tremblantes sur les tapis et il se demanda, pour la première fois depuis des années, si l'ordre du monde pouvait tenir face à la fureur de l'eau. À 42 ans, veuf depuis peu, riche héritier d'un domaine ancien, il vivait entouré de domestiques et de convenances, mais avec un vide que l'or ne comblait pas. Au troisième soir de la tempête, des coups désespérés résonnèrent à la porte et un visage couvert de boue apparut, une femme aux yeux profonds et à la voix cassée, qui dit simplement « S'il vous plaît, aidez-moi à tenir jusqu'au matin ». Ce geste humble fut le germe d'une suite d'événements que personne en ville n'aurait pu imaginer. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ne parlera pas seulement d'un abri donné au hasard de l'eau, mais d'une reconnaissance de dignité, d'une décision qui bouscula la société entière et d'un legs qui survécut au jugement. Tout commença par une nuit où la pluie battait plus fort que la mémoire des hommes. Le baron avait été élevé dans une stricte succession de salons et d'écoles militaires, l'enfant d'une lignée qui cultivait la terre et l'autorité. Dès son enfance, il avait appris à mesurer les heures et les comptes, à parler avec retenue et à cacher les émotions derrière un sourire poli. Son mariage avait été une alliance prudente avec la famille Duras. Les noces avaient été fastueuses, mais le bonheur s'était étiolé lentement, emporté par une fièvre, puis par la fatigue d'une épouse qui ne revint jamais. Après la mort de sa femme, Léopold referma les voiles et se concentra sur le domaine, les récoltes, les comptes. Les salles du manoir restaient ordonnées, les portraits familiaux offraient leur regard sévère, et il tenait par habitude les réunions avec le régisseur Marcel et le notaire Maître Dupont. Pourtant, dans ces nuits, il sentait un manque, une solitude qui pesait autant que l'argenterie qui brillait sur les tables. Il portait un manteau d'apparence et, comme beaucoup, avait fini par croire que cet habit suffisait à définir qui il était. La femme qui frappa, que l'on sut plus tard s'appeler Aïcha, avait un passé fait d'ombre et de travail. Née sur une plantation éloignée, séparée tôt de sa mère, elle avait connu la rudesse des champs et la discipline de la cuisine. Douée d'une mémoire vive et d'un sens profond de l'honneur, elle avait appris à protéger les siens en gardant la tête basse. Les chemins qu'elle avait parcourus l'avaient conduite vers la demeure d'un propriétaire qui, après des années, avait cédé sa personne comme s'il cédait un outil. Elle portait la marque d'une humilité forgée par la nécessité, mais aussi une fierté que personne ne pouvait acheter. Les nuits sur le seuil, la pluie dans les cheveux, l'odeur de la boue collant aux vêtements n'effaçaient pas sa capacité à regarder les autres avec une douceur qui demandait peu et donnait beaucoup. Aïcha gardait une colère contenue, un désir secret de liberté qui fermentait comme une promesse silencieuse. Lorsque l'eau monta jusqu'aux barrières du domaine, elle entra, trempée, les mains blanches de froid et de boue. À l'intérieur, l'air chaud du hall contrastait avec l'odeur de pluie. Madeleine, la gouvernante, s'approcha en essuyant ses mains sur son tablier et murmura des commentaires prudents sur la provenance de l'inconnu. Le régisseur Marcel resta sur le seuil, sceptique, tandis que le jardinier Henri, qui avait déjà aidé quelques voisins, posait des questions à voix basse. Le baron hésita un instant, conscient des regards, mais il fit signe d'entrer. Il y eut un court échange, une suite de phrases simples qui scellèrent la décision. « Entrez, vous êtes trempé, dit-il. »« Je ne peux pas vous laisser dehors, répondit Aïcha. »« Je n'ai nulle part où aller, ajouta-t-elle, la voix brisée. »« Nous veillerons à ce que vous soyez séchés et nourris, promit Madeleine. »« Qui êtes-vous et d'où venez-vous demanda Marcel. »« Je m'appelle Aïcha, dit-elle. Je venais de la ferme du Moulin Rouge. La rivière a tout pris. »« Très bien, dit le baron, que l'on lui apporte une couverture et du pain. » Par ces mots venus du salon, l'histoire commença à se déployer. La première nuit que passa Aïcha au manoir fut un enchevêtrement de gestes domestiques et de paroles retenues. On lui donna des vêtements secs, l'odeur du savon et du pain chaud emplit la cuisine, la chaleur du feu sembla réparer un peu du froid de la pluie. Autour de la table, des conversations éclatèrent doucement. Père Augustin, le prêtre du village, était venu constater les dégâts et sa présence ajouta une voix de prudence religieuse. Le notaire Maître Dupont posa des questions sur l'identité et sur la situation légale de la femme. Aïcha raconta, fragment par fragment, sa fuite, la perte du foyer, les conditions de travail et la peur que quelqu'un la reprenne. Ses paroles étaient brèves, ponctuées de silence où l'on entendait la pluie sur le toit et le crépitement du feu. Le baron l'écouta avec une attention étrangère à son quotidien.
Il remarqua le timbre grave de sa voix, la manière dont ses mains tremblaient en serrant la tasse de thé, la façon dont ses yeux évitaient ceux des autres, pour ne pas demander plus que ce qui lui était offert. Madeleine essaya de la rassurer en lissant une serviette sur ses épaules. « Vous pouvez rester tant que les eaux ne redescendent, dit Léopold. Nous ne la mettrons pas dehors. » Ce choix simple fut la première fissure dans le mur d'indifférence que le baron avait bâti. Les jours suivants, une étonnante routine s'installa. Aïcha participa aux travaux de la maison, aida Madeleine à nettoyer les étagères, sut trancher le pain avec une économie qui plaisait à Vincent. Au régisseur Marcel. Elle avait une manière de palper les tissus, de reconnaître par l'odeur si le lait était gâté, de réparer un panier avec des gestes précis. Petit à petit, elle tissa des liens avec les serviteurs et même avec quelques villageois qui passaient pour demander des nouvelles, comme Lucie la couturière, Monsieur Renard le marchand de grains et Jeanne la sage-femme. Les repas partagés devinrent des moments où l'on échangeait des nouvelles. On apprit que le maire Henri faisait des rondes pour mesurer les dégâts et que la vieille Thérèse offrait des couvertures. Les gestes les plus modestes prirent une résonance plus large. La façon dont Aïcha préparait un bouillon qui semblait panser la fatigue des travailleurs, la manière dont elle disait merci en regardant chacun dans les yeux, tout cela modifiait discrètement l'atmosphère du manoir. Le baron, habitué à superviser, commença lui-même à s'attarder au bord du feu pour écouter des récits de village. L'échange des tâches quotidiennes transforma la hiérarchie en quelque chose de plus fluide, et des conversations profondes surgirent autour d'une table où l'on ne parlait plus seulement de rendements et de comptes. Un soir, alors que le vent hurlait et que la pluie s'abattait comme un rideau, la conversation devint intime. Ils parlèrent de peur, d'exil, de rêves étouffés. Le baron révéla des souvenirs d'enfance, la perte de sa femme, la solitude du foyer, et la peur d'être jugé par ses pairs s'il changeait trop ses habitudes. Aïcha confessa la honte qu'elle portait d'avoir été traitée comme un bien, la honte d'avoir accepté trop longtemps. Les échanges furent longs et attentifs. « Pourquoi restez-vous silencieuse » demanda Léopold. « Parce que le silence préserve, répondit-elle. « Parce que le silence protège ce qu'on aime, ajouta Aïcha. « Et pourtant, vous parlez maintenant, observa Madeleine. « Alors que va-t-il se passer demain si je décide de demander la liberté » murmura Aïcha. « Demander la liberté » répéta le baron, comme si le mot lui brûlait la langue. Les regards se croisèrent. Ces paroles ouvrirent un espace où la possibilité d'une vie commune, au-delà des titres, commença à être envisagée. Les gestes furent plus légers, les mains se cherchaient parfois sur la table, les regards devenaient des promesses retenues. La tension monta de façon tangible lorsque le village commença à chuchoter. On vit des visages fermés chez certains anciens amis du baron. Le notaire maître Dupont fit savoir que la loi n'était pas claire et que des plaintes pouvaient surgir. Monsieur Renard murmura que les clients du domaine pourraient se détourner si l'ordre traditionnel était perturbé. Le père Augustin, prudent, évoqua la nécessité d'agir selon la conscience et le bien commun. 3 moments de crise marquèrent la progression de l'histoire. Le premier fut une visite nocturne d'un ancien propriétaire des champs, un homme nommé Gaëtan, venu réclamer ce qu'il disait être son droit à reprendre Aïcha. La confrontation fut brève mais lourde. Gaëtan vociféra. Léopold répondit d'une voix posée. Aïcha se tint droite. « Vous ne pouvez pas revenir me prendre, dit-elle. « Ceci n'est pas une terre à revendiquer, répondit Gaëtan. « Je l'ai élevée, cria-t-il. Elle n'est pas à vendre. » Le baron se plaça entre eux, sentant l'adrénaline et le poids d'une décision qui engagerait sa réputation. Les voisins entendirent les éclats et certains se rassemblèrent à la lisière, leurs silhouettes noyées dans la pluie. La peur d'un scandale monta comme un nuage sombre sur le domaine. Le second moment de tension survint lorsque des documents officiels durent être consultés. Maître Dupont fit des copies, Monsieur Renard contacta des notables et des lettres furent échangées. La bureaucratie se transforma en champ de bataille, chaque ligne de papier pouvant être l'instrument d'une victoire ou d'une défaite. Sans document d'affranchissement, la loi peut se retourner, dit le notaire. Je vais chercher ce qui peut exister, promit Léopold, en plongé dans des archives poussiéreuses, son souffle court et la lampe créant des ombres sur les actes jaunis. Aïcha attendait, le cœur serré, sentant que sa vie, réduite jusque-là à des mouvements ordonnés, allait dépendre de l'encre et du parchemin. L'humidité dans l'air semblait rendre chaque page plus fragile, chaque signature plus décisive. Les habitants suivaient la nouvelle en silence, certains choqués, d'autres curieux. Le troisième moment culminant eut lieu dans une chambre aux rideaux clos, quand la fatigue et l'intimité forcée révélèrent la vérité des sentiments.
La conversation prit la tournure d'une confession. « Je ne veux pas que vous souffriez pour moi, dit Aïcha doucement. Je ne veux pas que vous perdiez votre nom, dit Léopold. Mon nom ne vaut pas la peine de renoncer à la justice, répondit-elle. Les paroles se succédèrent, elles se touchèrent, elles pleuraient presque. Les dialogues furent longs, 8 à 10 échanges, où l'on sentit chaque hésitation, chaque avance et chaque retrait. Finalement, l'étreinte vint comme une résolution, plus qu'un abandon. Un baiser qui ne fut pas seulement passion, mais engagement à affronter les conséquences ensemble. Vint alors la décision pratique, lente et précise. Léopold traita la question comme il avait toujours traité les comptes du domaine. Il consulta Maître Dupont, fit dresser des actes de rachat et prit la route jusqu'à la ville pour débattre avec les propriétaires. Il vendit des terres moins productives, négocia avec M. Renard afin d'assurer la survie économique du domaine et remit les sommes nécessaires pour officialiser une manumission. Les descriptions des papiers étaient concrètes et sèches, l'odeur de l'encre, le froissement du vélin, la gravité de la signature. La transaction fut discrète, exécutée avec soin, pour éviter que des voisins hostiles n'insinuent que le baron avait agi par faiblesse plutôt que par conviction. Madeleine pleura en trouvant ses documents propres sur la table, et Marcel porta un regard entendu. Les résistances sociales furent réelles, mais la détermination du baron, soutenue par quelques alliés comme Père Augustin et Lucie, permit de franchir les étapes légales nécessaires. La réaction de la communauté fut d'abord brutale. Des murmures circulèrent dans les tavernes, des invitations se firent rares, certaines familles cessèrent de recevoir le baron pour des dîners. Les marchés furent moins fréquentés pour ses produits et quelques clients refusèrent de commercer avec le domaine. Jeanne, la sage-femme, et Thérèse, la vieille voisine, furent parmi les premières à exprimer une inquiétude prudente, tandis que d'autres, plus jeunes, vinrent aider à reconstruire après les inondations et trouvèrent dans la nouvelle relation un modèle. Finalement, Léopold et Aïcha célébrèrent une union discrète, non pas pour la pompe, mais pour l'affirmation d'une vie recomposée. Le mariage fut simple, entouré de quelques amis fidèles et de servants comme Marcel et Madeleine, de Père Augustin qui bénit l'acte comme un engagement moral, de Lucie qui apportait un morceau de tissu pour la robe et de Maître Dupont qui conservait les documents nécessaires. Le baron perdit peut-être certains honneurs, mais gagna une maison pleine de rires et de vérités partagées. Un mois après, la vie du domaine avait changé dans les détails. On voyait Aïcha et Léopold marcher ensemble le matin, la terre détrempée sous les bottes, le soleil prenant une teinte nouvelle sur la cour. Ils ouvrirent une petite classe informelle où Aïcha enseignait des lettres et des compétences pratiques aux enfants des ouvriers et des voisins. On sentit dans l'air l'odeur du pain qui cuisit pour tous, des lanternes qui s'allumaient pour la lecture, la douceur d'une communauté qui se reformait autour d'objectifs simples. Le baron passait plus de temps à écouter qu'à donner des ordres, la présence d'Aïcha apportait une régularité morale nouvelle. Les résistances commencèrent à se dissiper chez les plus jeunes, curieux de cette nouveauté. 3 mois après, la petite école avait pris racine et plusieurs familles inscrivirent leurs enfants. Marcel recruta quelques apprentis pour la menuiserie, M. Renard recommença à fournir des grains avec prudence et Lucie donnait des cours de couture pour les mères. Le notaire conserva les documents d'affranchissement comme preuve qu'un changement légitime avait eu lieu. Des voisins qui initialement chuchotaient vinrent demander conseil pour des réparations et certains commencèrent à imiter l'ouverture d'esprit du couple. L'impact matériel se fit sentir, mais l'effet le plus profond fut moral. Une conversation publique sur dignité et travail s'était installée autour de la mairie et dans la petite église où Père Augustin parlait de charité et de justice. 5 ans plus tard, le legs dépassa la simple intimité du domaine. L'école avait un bâtiment propre, financé en partie par les revenus d'une menuiserie dirigée par d'anciens esclaves affranchis qui avaient appris un métier sous la direction de Marcel et de Léopold. La réputation du couple changea encore. De scandaleurs, ils étaient devenus référence pour ceux qui cherchaient à concilier tradition et justice. On parlait désormais de l'histoire comme d'une transition qui avait permis de créer du travail, d'apprendre et de soigner les blessures anciennes. Les enfants qui avaient fréquenté l'école grandissaient avec le goût de la lecture et du travail manuel. Dans les veilles du manoir, on racontait comment une nuit de pluie avait poussé une main à frapper une porte et comment cette porte avait mené à une série de choix courageux. La leçon de cette histoire est simple mais profonde. Un acte de bonté, d'abord discret, peut s'étendre en un changement qui touche des vies multiples. Lorsque l'on choisit de voir la dignité en face, on change non seulement un destin individuel, mais aussi la logique d'une communauté.
Que feriez-vous si quelqu'un frappait à votre porte par une nuit d'orage? Partagez votre pensée dans les commentaires, racontez si vous avez déjà posé ou reçu un geste qui a tout changé, commencez votre phrase par « une fois » et inspirez d'autres. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour entendre d'autres récits où la compassion et le courage transforment le monde. Merci d'être resté jusqu'ici et souvenez-vous que parfois, ouvrir une porte suffit à ouvrir des vies.